La matière organique dans le sol se compose de matière organique fraîche et de l'humus. La matière organique fraîche provient des matériaux des plantes, entre parenthèses des plantes mortes, des excréments d'animaux, des cadavres, etc. Elle est transformée en matière organique fine et humus par l'action des micro-organismes. L'humus donne une coloration foncée au sol et permet de retenir des substances nutritives et de l'eau. Il n'est pas facilement décomposable. La fine matière organique et l'humus en particulier possèdent des propriétés suivantes. Améliore la structure du sol, améliore la résistance du sol et l'action érosive des pluies ou du vent, retient l'eau et la libère lentement aux plantes. Retient des substances nutritives du sol et les libère lentement aux plantes pendant une longue période. Alors, qu'en est-il de la matière organique? La matière organique contient également des substances nutritives importantes. L'azote, entre parenthèses N, le phosphore, potassium K, qui viendront à la disposition des plantes après décomposition. Ce sont principalement des micro-organismes qui décomposent directement une partie de l'humus en dioxyde de carbone, en eau et en substances nutritives pour la plante. Ce processus s'appelle la minéralisation. La minéralisation libère des substances nutritives qui peuvent être directement assimilées par les racines des plantes. La vitesse de formation de l'humus et la minéralisation dans le sol dépend d'un certain nombre de facteurs. Sous un climat chaud, les micro-organismes sont plus actifs et la matière organique se décomposera plus rapidement que sous un climat froid. Le degré d'acidité du sol ainsi que la composition de la matière organique, l'humidité et la disponibilité de l'oxygène sont également une grande influence sur la vitesse de décomposition. Alors, chers amis, comment alors réaliser le compost? Le processus de décomposage est dû à l'activité des micro-organismes, bactéries, et d'autres organismes plus grands tels que les vers et des insectes. Ceux-ci nécessitent certaines conditions pour pouvoir vivre. Elles comprennent l'humidité et l'air. Pour faire du compost de la façon la plus efficace, il faut que les micro-organismes soient en mesure de travailler le mieux possible, c'est-à-dire que les 4 facteurs suivants doivent être combinés d'une manière optimale. 1. Il s'agit du type de matière organique. Ça peut être les déchets, ça peut être n'importe quel déchet de cuisine ou bien les déchets ménagers. Il faut de l'air, de l'humidité et de la température. Le taux d'acidité, entre parenthèses, le pH, est souvent mentionné aussi comme facteur déterminant. L'acidité dépend de l'apport d'air d'humidité. Un tas de compost qui est bien construit deviendra rarement très acide. Le processus de compostage est optimal lorsque des matériaux variés qui ont différentes vitesses de décomposition sont associés. Les différents matériaux sont bien mélangés. La taille du tas varie entre 1 mètre à 3 mètres. Ceci permet de maintenir la température à un niveau constant à l'intérieur du tas. Comme vous le voyez sur la vidéo qui passe, un bon processus de décomposition passe par 3 phases consécutives. Une phase d'échauffement, entre parenthèses la fermentation, une phase de refroidissement et une phase de maturation. Ces différentes phases sont difficiles à discerner les unes des autres parce que le processus se déroule très progressivement pendant que plusieurs sortes de micro-organismes assurent la transformation de la matière organique en compost au cours de chacune de ces phases. La phase d'échauffement. Le tas de compost doit être nettement plus haut, comme vous le voyez en image, que la température de votre corps, 60 à 70 degrés Celsius. S'il est moins chaud que votre température, c'est que la phase d'échauffement n'a pas commencé. Cette étape de choses peut être due aux matériaux utilisés ou à l'aération. La phase de refroidissement. La phase de refroidissement, comme vous le voyez sur votre petit écran, la phase de fermentation se transforme progressivement en phase de refroidissement. La décomposition a eu lieu sans dégagement de chaleur important, si bien que la température du tas de compost baisse lentement. Au cours de cette phase, de nombreuses sortes de micro-organismes transforment des composantes organiques en humus. Le tas reste moitié chaud et en centre et à la température de baisse compris entre 52 Celsius environ. En régularisant la température ainsi que l'apport en air et en eau, on peut accélérer ou ralentir le processus. La durée de la phase de refroidissement dépend de la matière dont le tas est construit. Les matériaux utilisés, de l'entretien du tas, du climat, etc. Le plus souvent, elle dure quelques mois, mais les conditions les plus défavorables, elle peut durer jusqu'à 1 an. La phase de maturation.
Dans cette phase finale du processus de décomposition, la température baisse jusqu'à atteindre la même température que le sol, selon le climat, entre 15 et 20 degrés Celsius. En plus du micro-organisme déjà cité, on peut intervenir au cours de cette phase des animaux un peu plus gros qui vivent selon le sol. Dans les régions tempérées, ce sont surtout les vers de terre qui se nourrissent des matières organiques fortement décomposées et contribuent ainsi au processus de décomposition. Ces régions tropicales aux régions semi-arides, ce sont surtout les termites qui jouent un rôle important, bien qu'elles puissent causer aussi bien de problèmes. On ne peut jamais vraiment dire que cette phase est terminée. Le processus de décomposition peut continuer indéfiniment à un rythme très lent. Le compost est prêt à l'utilisation quand il est meuble et quand il a l'aspect d'une belle terre organique brune noire. La pratique du compostage. Il faut prêter attention à la composition du matériau organique et de l'emplacement du tas. Les dimensions et la construction du tas sont décrites et séparément. La matière organique. Il faut prêter. En général, on peut utiliser n'importe quelle matière organique provenant des plantes ou des animaux. Il est essentiellement de mélanger de vieux matériaux durs et difficilement décomposables avec des matériaux jeunes et suintantes facilement décomposables. C'est dû au fait que les différentes sortes de matières organiques contiennent différentes portions de carbone et d'azote. Les micro-organiques correspondent à la déposition de la matière organique ont aussi bien besoin du carbone que de l'azote pour leur fonctionnement. En général, les teneurs en azote dans les matériaux jaunes et vivants facilement décomposables sont faibles, tandis que les teneurs en carbone y sont importants. Du matériau dur et mort décompose lentement et contient du teneur élevé en carbone, mais des teneurs basses en azote. Une quantité trop petite de matériaux riches en azote entraîne le ralentissement du processus de décomposition, tandis qu'une quantité trop élevée, certaines acidifications et la puanteur du tas. Exemple des matériaux riches en azote, des feuilles jeunes, toutes sortes de fumier, farine de poisson, vidus de poisson, urine, plantes légumineuses, etc. Exemple de matériaux riches en carbone, feuilles mortes, résidus végétaux de maïs, de canne à sucre, de riz, rameaux, sciures, pulpe de café, etc. Il convient de faire attention aux matériaux toxiques, car plus souvent, c'est un manque de matériaux facilement décomposables qui est la cause d'une lente transformation dans le tas de compost. Il peut même advenir que le tas devienne inactif. Cela se remarque à la faible température au cours de la phase de fermentation. Par exemple, au bout de 2 jours, l'utilisation de matières organiques provenant des plantes traitées avec des pesticides chimiques est en un exemple. Elle peut avoir des effets négatifs sur le processus de décomposition et sur les qualités du compost. De plus, il vaut mieux que les matériaux organiques contenus dans le moins des germes pathogènes possibles, tels que la rouille ou du virus. Beaucoup de germes pathogènes ne peuvent pas être détruits au cours de la phase de fermentation. Et le cycle continuerait si on répandait ce compost sur la terre comme fumier, un tas de compost dans lequel on a mis trop de fragments de plantes jeunes qui se décomposent facilement, se met en route lentement et acidifie rapidement. Un tas de compost acidifié pourrira et sentira mauvais. Le processus de décomposition se déroule alors très lentement et le compost sera de qualité inférieure. Cette association de feuilles jeunes et de fumier facilement décomposables aux fragments de plantes ligneuses difficilement décomposables qui donnent le plus souvent un bon compost. Alors, qu'en est-il de l'humidité au sol? Les micro-organismes ont bien besoin d'humidité pour vivre et pour se distribuer à travers le tas. L'activité des micro-organismes se ralentira si le tas est trop sec. Si par contre le tas devient trop humide, il n'y aura pas assez d'air et des organismes de décomposition mourront. De ce fait, un processus de fermentation plutôt qu'un processus de décomposage aura lieu dans le tas. Il faut donc une certaine expérience pour apprécier la quantité d'eau qui sera nécessaire. Pour ce faire, il existe une méthode pour tester le taux d'humidité dans le tas de compost. C'est le test d'humidité grâce à un millimètre. Comment aussi tester l'humidité traditionnellement? Le taux d'humidité est un tas de compost peut être très facilement testé en enfonçant une petite botte de paille dans le tas ou même la main. Le taux d'humidité est bas si au bout de 5 minutes, la botte de paille est moite. Si la botte de paille est toujours sèche, au bout de 5 minutes, c'est que le taux d'humidité est trop bas.
Un tas de compost trop sec doit alors être arrosé régulièrement. Le mieux est d'utiliser un arrosoir ou une boîte de conserve percée de trous. Elle peut verser soit de l'eau pure, soit un mélange de doses d'urine et 4 doses d'eau. L'urine est en effet augmente la croissance des micro-organismes. Si des gouttes d'eau restent accrochées au brin de paille, le tas est trop humide. Il faut alors l'ouvrir immédiatement. Le matériau étalé peut sécher au soleil. On peut aussi le mélanger avec des matériaux secs. Après quelques temps, on pourra reconstruire le tas. Si c'est la pluie qui a causé un taux d'humidité trop important, il vaudrait mieux recouvrir le tas avec des bâches noires. Dans les deux cas, l'humidité trop faible ou trop forte, il est recommandé de tester au bout de quelques jours. L'emplacement de tas de compost, le choix de l'emplacement du tas de compost est très important. Il faut prêter attention aux aspects suivants. 1. Le climat. Le climat, si les conditions climatiques sont essentiellement sèches, il est important de protéger le tas de compost du dessèchement. L'idéal est de choisir un emplacement embrogé et à l'abri du vent, par exemple derrière un bâtiment. Un rangé d'arbres, humidité et le tas s'évaporera alors moins facilement, le tas sera suffisamment ventilé. Un emplacement à l'abri du vent a l'avantage supplémentaire d'éviter que les matériaux du tas ne s'envolent et ne limitent les variations de température dans le tas. En outre, il est pratique d'avoir de l'eau à proximité du tas de compost pour pouvoir l'arroser s'il est trop sec. Dans des conditions climatiques humides, il est important de protéger les tas contre de trop grandes quantités d'eau. C'est faisable si l'on obtient un emplacement bien drainé et abrité. Les emplacements les mieux drainés sont souvent ceux qui se trouvent sur des hauteurs. Un tas de compost construit sous un arbre, par exemple un manguier ou un acadier ou acajou, est souvent bien protégé des pluies excessives. Ces deux types de conditions climatiques déterminent souvent le choix d'un emplacement approprié pour la construction du tas de compost. Un abri simple construit au-dessus de l'emplacement du tas de compost protège le tas contre le soleil et la pluie. La protection contre les influences climatiques améliorera le processus de compostage. Les variations de température et d'humidité seront moins importantes aussi. Il doit y avoir suffisamment d'espace autour du tas pour pouvoir le retourner, le contrôler au cours du compostage. Le plus pratique est d'avoir une surface de 2 à 3 fois plus grande que celle du tas que l'on veut construire. Un tas de compost doit toujours être construit dehors et pas trop près des habitations ou des étals, car il attire souvent des animaux nuisibles tels que les souris, les rats, les termites et autres insectes. Ceux-ci peuvent transmettre des maladies aux hommes que nous sommes, aux animaux domestiques et attirent d'autres animaux dangereux, entre parenthèses le serpent par exemple. La dimension d'un tas de compost ne sont pas choisies au hasard. Un tas trop large ou trop haut, par exemple, sera mal ventilé. Un tas, au départ, sa largeur base sur 2 à 2,5 mètres et sa hauteur de 1,5 à 2 mètres. Sa longueur dépend de la quantité de matériaux organiques disponibles, mais il est préférable de construire rapidement un petit tas que d'en construire un grand beaucoup plus encombrant. Il est fortement conseillé de faire en sorte que le volume initial du tas soit supérieur à 1 mètre cube. Sinon, la température interne restera trop basse et le processus de décomposition se déroulera trop lentement et de manière incomplète. Dans la phase de maturation, le volume de tas diminuera et s'y affaissera. Un tas de compost se fait soit à la surface du sol, soit dans une fosse ou dans une rigole. Quelle que soit la méthode utilisée, le tas de matériaux organiques se construit d'une manière spéciale. Le processus de composition se déroule plus facilement lorsque le matériau est coupé en petits fragments. Et si le matériau facilement décomposable est mélangé au matériau difficilement décomposable, une bonne suggestion est de construire le tas en commençant par une base de matériaux végétal grossière, en pensant les rameaux ou canne à sucre. L'air extérieur circule alors plus facilement sous le tas et un excès d'eau peut être rapidement évacué. Si le tas est fait en couches, il vaut mieux que chacune des couches de matériaux végétal se dépasse de 10 cm d'épaisseur et que chacune des couches de fumier ne dépasse pas 2 cm d'épaisseur. La meilleure succession des couches dépend également de la disponibilité de matière organique, des expériences et réussites personnelles.
méthode de compostage. Plusieurs méthodes sont employées. On entend même sur des vidéos sur YouTube en ligne, des gens qui font des composts de 24 heures. C'est des conneries. Plusieurs méthodes sont employées par la fabrication du compost en fonction des facteurs cités plus haut, tels que les matériaux disponibles et conditions climatiques. On peut choisir d'une ou une autre. Alors, à la longue, il faut que chacun développe une méthode qui lui convient le mieux. Nous vous conseillerons de toutes les expériences pour trouver la méthode la mieux adaptée à votre situation. Méthode indoor. La méthode indoor est beaucoup utilisée pour la préparation du compost en couche. Le tas est construit sur une base de branches et de cannes. Puis on y ajoute successivement une couche de matière organique difficilement décomposable d'environ 10 cm, une couche de matériel organique facilement décomposable de 10 cm, une couche de 2 cm de fumier animal, de compost ou de purin provenant d'un réservoir de biogaz, une mince couche de terre qui doit provenir de la couche superficielle, environ 10 cm environ de terre propre, moite, par exemple en dessous des arbres. Elle apporte un tas de micro-organismes nécessaires à la fabrication du compost. Il faut répéter cette opération, le placement en couche successivement jusqu'à ce que le tas ait une hauteur de 1,5 à 2 cm. On a ainsi bâti un tas en couche. Toute cette opération doit se faire dans une durée limitée, de préférence en une semaine. Compostage dans des fosses. Dans cette méthode, le compost est fabriqué dans des fosses ayant été creusées dans le sol. La profondeur optimale d'une fosse varie selon les conditions locales du sol et la nature phréatique. Une fosse modèle devrait environ avoir 1,5 à 2 mètres de largeur et 50 cm de profondeur et peut avoir une longueur variable, ça peut être 4 à 5. Afin de réduire la perte d'eau, il convient de revêtir la fosse d'une mince couche d'argile. Souvent, on creuse plusieurs fosses d'une à l'autre, de l'autre côté, pour permettre de verser le contenu d'une fosse dans une autre. Alors, les matériaux sont mis par couche dans la fosse selon la méthode décrite ci-dessous. Quand on a une fosse plus grande, d'une largeur de 2 mètres, d'une longueur de 5 mètres et d'une profondeur de 1 mètre, il faut verser 1 à 1,5 litres d'eau avant d'appliquer la couche de sol qui ferme hermétiquement la fosse. La pose des couches se fait comme suit. 10 cm de matériaux difficilement décomposables, branches, tiges, 10 cm de matériaux facilement décomposables, verde et frais, 3 cm de fumier animal si disponible afin d'obtenir des micro-organismes qui permettent le processus de compostage, une mince couche de terre sur la surface de terre cultivable. Repérez ces couches jusqu'à une hauteur d'une taille de 1 à 1,5 m. Recouvrez avec les herbes ou une feuille telle que les feuilles de bananier pour empêcher l'eau d'évaporer. Versez tout le matériel, sinon le contenu dans la fosse, dans la deuxième au bout de 2 à 3 semaines. Réitérez le produit précédent dans la troisième fosse au bout de 2 à 3 semaines encore, après avoir versé le matériel qui est à pleine de décomposition dans la fosse numéro 1 et à la fosse 2. De nouveaux matériaux prêts à être transformés peuvent être mis dans la fosse 1. On crée ainsi un processus de fabrication de compost en continu. L'avantage est que le compostage dans les fosses est une méthode rapide, facile et moins chère du fait qu'il ne nécessite pas d'investissement à faire dans les matériaux. Le besoin en eau étant plus bas, la méthode convient dans la région sèche telle que le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire et en général dans les milieux tropicaux. Inconvénient, le suivi du processus de décomposition est plus difficile que pour un tas qui est construit au-dessus du sol.